Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vidéo qui fait partie de la playlist paranormal ésotérique et de temps en temps un sujet sur les extraterrestres et ovnis. C'est le cas aujourd'hui. Nous sommes en 1973. Charles Hickson et Calvin Parker rapportèrent avoir été enlevés par des extraterrestres alors qu'ils pêchaient sur les bords de la rivière Pascagoula au Mississippi. Leur histoire allait devenir mondialement célèbre. Dans la soirée du jeudi 11 octobre 1973, Charles Hickson, 42 ans, et Kelvin Parker, 19 ans, qui travaillaient tous les deux au chantier naval de Walker, partirent pêcher sur les rives de la rivière Pascagoula, au Mississippi. Les deux hommes s'installèrent près d'un élévateur à grains, puis, comme ils n'avaient pas beaucoup de chance, Charles suggéra qu'ils se rapprochèrent des piliers de fer rouillés par l'ancien chantier naval de Shawpotter, là où il avait récemment repéré des truites. Assis sur un vieux ponton délabré, il tentait d'attraper quelques poissons quand soudain, vers 21 heures, un sifflement leur fit lever les yeux. Charles, qui venait de se retourner pour prendre un nouvel appât, suspendit son geste et regardant vers le ciel, il aperçut une lumière bleutée, à 3 ou 4 kilomètres de là. Intrigués, les deux hommes observèrent l'étrange lumière qui se rapprochait, puis une forme commença à s'esquisser. Et soudain, la curiosité fit place à la stupéfaction. L'engin, qui faisait environ 2,50 m de haut sur 10 mètres de large, était de forme oblongue. Il planait à 60 cm au-dessus du bayou, et une sorte de bourdonnement semblait en émaner. Sautant sur ses pieds, Charles regarda brièvement Calvin. Celui-ci fixait l'objet sans bouger. Puis une trappe s'ouvrit de l'une de ses extrémités et 3 humanoïdes en sortirent. Ils flottaient dans les airs. Les créatures mesuraient environ 1,50 m. Elles étaient minces. Leur peau était grisâtre. Elles semblaient ridées. Leurs mains étaient crochues, leurs pieds ronds, sans orteils visibles, et leur tête sphérique reposait directement sur leur corps, sans aucune trace de cou. Une fente se dessinait à la place de la bouche. Des formes coniques remplaçaient leur nez, et leurs oreilles d'ailleurs. Et à l'endroit où auraient dû se trouver leurs yeux, il n'y avait rien. Glissant au-dessus de l'eau, les 3 créatures traversèrent les 30 mètres qui les séparaient des pêcheurs. Puis, elles oscillèrent autour d'eux, bougeant leurs membres supérieurs de manière saccadée, presque mécanique. L'une d'entre elles commença alors à émettre une série de bourdonnements inintelligibles, semblant communiquer avec les 2 autres qui se placèrent derrière Charles Hickson, et saisissant ses bras avec leur sorte de pince qui ressemblait à celle des homards. Elles le soulevèrent du sol sans lui faire le moindre mal. La 3e créature s'approcha alors de Calvin. Celui-ci semblait pétrifié d'effroi, et elle l'attrapa de la même manière. Le jeune homme sentit ses bras se geler, et tentant de les bouger, il s'aperçut qu'il ne le pouvait plus. Alors, terrifié comme il ne l'avait jamais été de sa vie, il perdit connaissance. Les traînant dans les airs, les créatures escortèrent les 2 hommes jusqu'au vaisseau ovoïde. Puis elles les firent glisser par la porte, et Charles fut amené au milieu d'une salle vide, où luisait une lumière brillante. Il ne voyait plus son camarade. Celui-ci avait été conduit apparemment dans une autre pièce, et il ne bougeait plus, il ne pouvait plus rien faire, ni bouger, ni hurler. Il pouvait encore bouger ses yeux. Soudain, les pinces qui retenaient ses bras se desserrèrent. Mais à sa grande surprise, il continua à flotter.
Il avait du mal à réfléchir, et une seule pensée occupait son esprit. Elle trahissait son angoisse. Que vont-ils faire de nous? Je pensais qu'ils nous enlevaient et que nous ne reverrions jamais plus nos familles. Semblant surgir de nulle part, un étrange appareil apparut. Celui-ci commença à aller et venir autour de Charles. Il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Il ne savait pas comment le décrire, ni d'ailleurs à quoi le comparer. En fait, la chose ressemblait à un gros orteil de 18 cm de diamètre, retenu par une espèce de pièce métallique. L'œil passa près de son visage, puis dans son dos, revint devant lui, balayant tout son corps de haut en bas, avant de disparaître dans le mur. Brusquement terrifié, la certitude qu'il vivait ces derniers instants s'imposa alors dans son esprit. Je croyais qu'ils allaient me tuer. Les gens penseraient que nous étions tombés dans la rivière et que nous nous étions noyés, et personne ne saurait jamais rien à ce sujet. À un certain moment, les créatures sortirent de la pièce, le laissant seul, et Charles songea qu'elles étaient allées examiner son compagnon d'infortune. Quelques instants plus tard, elles revinrent en compagnie de Calvin, qui lui était toujours inconscient, et les deux hommes furent ramenés sur le ponton de bois d'où ils avaient été enlevés, une trentaine de minutes plus tôt. Regardant son camarade qui venait de reprendre conscience, Charles remarqua qu'il n'allait pas bien du tout, et pensant qu'il ne tiendrait pas sur ses jambes, il commença à ramper vers lui. J'ai vu Calvin là, debout, qui regardait fixement l'eau. Il était en état de choc. J'ai déjà vu des hommes en état de choc, et si vous ne faites pas quelque chose rapidement, ils peuvent en mourir. J'ai commencé par aller vers l'endroit où il était, et j'ai vu le vaisseau partir. Les lumières bleues étaient là. Je m'en souviens très bien. Quand je suis arrivé près de Calvin, j'ai dû le gifler une fois ou deux, et j'ai enfin réussi à lui faire dire quelque chose. Il a dit: Charlie, qu'est-ce que c'était? Je lui ai répondu: Fils, je ne sais pas, mais cela ne nous a pas tués. Les deux hommes retournèrent alors à leur voiture, et Charles s'efforça de calmer Calvin. La seule chose dont je me souviens est ce gamin juste là. Je n'avais jamais vu ce genre de peur sur le visage d'un homme. Il m'a fallu un certain temps pour le faire revenir à la raison, et la première chose que je lui ai dite était: Fils, personne ne va nous croire. Gardons tout ça pour nous. Les deux hommes discutèrent de la situation pendant 45 minutes, en se demandant si les extraterrestres ne représentaient pas un danger. Ils en arrivèrent à la conclusion que malgré le ridicule dont ils allaient probablement se couvrir, ils devaient en parler. Selon Charlison, je savais que les gens nous traiteraient de fous, et tout le reste. Mais j'ai réfléchi un peu plus à tout ça et je me suis dit: et si c'était une menace pour notre pays? Après avoir bu quelques gorgées de whisky pour se donner du courage, Charles téléphona à la base aérienne de Kistler à Biloxi. Belsergent qui prit son appel l'informa que l'armée de l'air n'enquêtait plus sur les ovnis et lui conseilla de contacter la police. Les deux hommes, qui pensaient que les autorités locales ne les croiraient jamais, eurent alors l'idée de soumettre leur histoire à la presse. Mais le réceptionniste du Mississippi Press leur répondit que les bureaux du journal étaient fermés pendant la nuit, et ils comprirent qu'ils n'avaient d'autre choix que de parler au shérif. 2 heures après leur enlèvement, ils pénétrèrent dans les bureaux du shérif qui se trouvait à Jackson, amenant comme preuve l'unique poisson en chat qu'ils avaient attrapé. Charles, qui voulait être honnête, avoua d'emblée avoir bu quelques rasades de whisky avant de venir, ce qui leur valut à lui et à Calvin un test d'alcoolémie. Le shérif Fred Diamond et son adjoint, le capitaine Glenn Ryder, écoutèrent ensuite leur histoire. Et s'ils remarquèrent que les deux hommes semblaient effrayer particulièrement M. Parker, qui paraissait véritablement terrorisé, ils eurent beaucoup de mal à les croire.
Alors, comme il nourrissait de sérieux doutes quant à leur sincérité, le shérif et son adjoint les abandonnèrent dans la salle, et persuadés qu'ils se trahiraient dès qu'ils se retrouveraient seuls dans la pièce, ils refermèrent la porte derrière eux, laissant tourner le magnétophone qui enregistrait leur conversation. « Je n'en peux plus de tout ça, dit Charles d'une voix fatiguée. Calvin dit « Je vais rentrer à la maison et aller au lit, ou obtenir certains médicaments pour les nerfs, ou voir un médecin ou quelque chose. Je ne peux plus supporter tout ça, je deviens fou. » Charles lui répondit « Je te le dis. Dès qu'on sera sorti, j'irai te chercher quelque chose pour te calmer. Comme ça, tu pourras dormir un peu. » Et Calvin lui répondit qu'il ne pourrait pas dormir, mais qu'il avait le sentiment qu'il allait devenir fou. Charles, à ce moment-là, lui dit « Eh bien, Calvin, quand ils t'ont fait sortir, quand ils m'ont fait sortir de cette chose, putain !» Élevant la voix, Calvin s'écria « Mes maudits bras, mes bras ! Je me souviens qu'ils étaient gelés et que je ne pouvais pas bouger, tout comme si j'avais marché sur un putain de serpent à sonnette. » « Ils ne m'ont pas fait ça, soupira alors Charles. Maintenant les deux hommes semblaient parler à eux-mêmes. « Calvin, je me suis évanoui. Je crois que ça ne m'était jamais arrivé toute ma vie. » Et Charles entama « Je n'avais jamais rien vu de tel de toute ma vie. Les gens ne pourront jamais y croire. » Calvin réclamait un docteur. Charles continuait son monologue. Il ferait mieux de se réveiller et de commencer à y croire. Il ferait mieux d'y croire. « Calvin, tu as vu comment cette putain de porte s'est relevée ? » « Charles, je ne sais pas comment elle s'est ouverte, fiston. Je ne sais pas. » Et Calvin d'enchaîner, elle s'est juste relevée de ses fils de... Vous avez compris la suite ? Sont sortis juste comme ça. Charles acquiesça, mais il restait persuadé que personne n'y croirait. Calvin affirma qu'il était paralysé, qu'il ne pouvait plus bouger tellement il avait peur. Et Charles tournait en boucle. Ils ne vont pas y croire, ils ne vont pas y croire. Calvin lui dit « Tu sais que je ne bois pas. » Et Charles lui répondit « Je sais, fiston. Quand je rentrerai à la maison, je me prendrai un autre verre. Ça va me faire dormir. Regarde, nous sommes assis ici depuis... Je dois le dire à Blanche, qu'est-ce que nous attendons ?» Et Calvin commença à paniquer. Il voulait rentrer à la maison, il était malade, il voulait sortir. Et soudain, c'est Charles qui se leva et quitta la pièce, laissant Calvin seul. Et Calvin qui tournait en boucle. C'est difficile à croire, oh mon Dieu, c'est affreux. Je sais qu'il y a un Dieu là-haut. Le jeune homme se mit alors à prier, et ses paroles se perdirent en murmures confus. Quand Charles sortit de la pièce, le shérif Diamond lui proposa de revenir le lendemain matin pour faire une déclaration complète, mais ce dernier refusa, expliquant qu'il voulait éviter toute publicité pour épargner sa famille. D'ailleurs, il pensait à sa femme, qui devait s'inquiéter, et maintenant qu'il avait tout raconté, il ne désirait qu'une chose, rentrer chez lui pour la rassurer. Avant de quitter le poste, Charles et Calvin passèrent un accord avec le shérif et son adjoint, qui s'engagèrent à garder le silence sur toute l'affaire. Selon le capitaine Ryder, après avoir écouté la bande, je les ai crus. S'ils ont menti, alors ils devraient devenir acteurs à Hollywood, parce qu'ils sont des comédiens hors pair. Cette nuit-là, aucun des deux hommes ne parvinrent à dormir, mais le lendemain, ils allèrent néanmoins travailler comme si de rien n'était. Au cours de la matinée, un reporter de la ville de Jackson téléphona à Charles, qui occupait un poste de contremaître au chantier naval, lui demandant de venir raconter les événements de la nuit précédente. Puis le shérif Diamond l'appela à son tour pour lui dire de venir le plus vite possible, car de nombreux journalistes avaient envahi son bureau, qui posaient des questions sur l'enlèvement. Charles se mit alors en colère, accusant le shérif d'avoir trahi sa promesse, mais ce dernier lui assura de n'avoir parlé de l'affaire à quiconque, reconnaissant cependant que quelqu'un de son service avait dû le faire. Johnny Walker, qui travaillait sur le chantier naval, entendit des bribes de la conversation, et aussitôt il contacta Joe Caringo, qui était avocat de la compagnie,
mais également son beau-frère, lequel décida d'accompagner ses nouveaux clients au bureau du shérif. Aussitôt arrivés, Charles et Calvin, qui avaient peur de ne pas être crus, demandèrent à passer au détecteur de mensonges. Mais le shérif Diamond leur expliqua que son service n'en était pas équipé. Malgré leur réticence initiale, les deux hommes acceptèrent de répondre aux questions de quelques journalistes, et l'un d'entre eux s'empressa de prévenir le docteur James Harder et le docteur Alan Hynek, qui venaient de créer un centre d'études sur les ovnis à Chicago, que des employés du chantier naval prétendaient avoir été enlevés par des extraterrestres. Une fois sur place, les enquêteurs interrogèrent les deux hommes, puis ils les placèrent sous hypnose régressive. Mais durant la séance, Charles se montra tellement effrayé que l'expérience dut être arrêtée. De leurs recherches, les docteurs Harder et Hynek en concluèrent que les deux hommes disaient la vérité et qu'un événement extraordinaire s'était bien déroulé au bord de la rivière Pascagoula. Le docteur Hynek déclara à la presse que Charles Hickson et Calvin Parker avaient connu une expérience fantastique. Et le docteur Harder affirma qu'ils croyaient en leur histoire en raison de la panique absolue qu'ils ont montrée pendant la régression hypnotique. Un sentiment de terreur extrême est pratiquement impossible à simuler sous hypnose. Depuis le début de la matinée, Charles et Calvin, qui avaient réfléchi à leur mésaventure, s'inquiétaient à l'idée d'avoir été irradiés par l'objet. Et Tom Huntley, du bureau du shérif, fut alors désigné pour les accompagner à l'hôpital de Singer River afin d'y effectuer des tests. Malheureusement, l'établissement ne possédait pas l'équipement nécessaire et ils furent redirigés vers la base militaire aérienne de Kistler, que l'officier Huntley se chargea d'appeler. Quand ils arrivèrent à la base, la zone avait été évacuée. Des militaires les attendaient dans une jeep, et tout le monde semblait très inquiet. Les deux hommes furent alors amenés dans un endroit spécial, où des gens qui portaient des vêtements de protection les contrôlèrent minutieusement. Avant de leur expliquer que des traces de rayonnement avaient été trouvées sur Calvin, mais que Charles n'en présentait aucune. Une réunion avait été prévue avec plusieurs responsables de la base aérienne, qui se montrèrent très intéressés par leur histoire, mais qui semblaient déjà tout connaître des choses dont ils parlaient. Le lieutenant-colonel Darrington de la police de la sécurité, le colonel Hamdal, président du département de médecine, et plusieurs autres officiers de santé et de la sécurité posèrent des questions aux deux hommes, sous les regards attentifs de l'officier Huntley et d'un monsieur Collingo. Un rapport fut ensuite établi, qui faisait 17 pages et qui contenait toutes les informations que les militaires avaient pu réunir sur l'affaire. Dans ce document, il était indiqué qu'un ovni avait été observé par différents témoins lors de la nuit du 11 octobre 1973, y compris par un agent de probation et de libération conditionnelle, Raymond Brodus. Quelques années plus tard, le capitaine Ryder reconnut publiquement que Brodus lui avait rapporté avoir vu quelque chose d'étrange voler dans les airs le soir de la rencontre. Selon le capitaine, Brodus était un honnête homme, et il l'avait cru sur parole. Il est mort maintenant, mais c'était un homme bien. Il n'aurait pas inventé quelque chose comme ça. Avant de partir de la base, les deux hommes tentèrent d'obtenir un exemplaire du rapport où étaient consignés les témoignages, mais leurs demandes furent rejetées. Le lendemain de la rencontre, l'affaire s'étalait déjà sur les premières pages des journaux de Pascagoula et de Gulfport, et les jours suivants, elle devint mondialement connue. Charles, convaincu que les créatures étaient amicales, le clamait dans toutes les interviews. Les occupants du vaisseau ressemblaient à des robots. Ils agissaient comme s'ils avaient une mission précise à accomplir. Ils n'essayaient même pas de communiquer avec nous. Maintenant, je sais qu'ils n'avaient pas l'intention de nous faire du mal,
Mais sur le moment, j'ai vraiment eu peur qu'il nous enlève. Et il ne nous voulait pas de mal, j'insiste, car c'est important. C'est important que vous le compreniez. Regroupant ces articles, le Mississippi Press sortit très peu de temps après un livret spécial consacré à l'histoire, laquelle fut ensuite reprise par des magazines, des livres de poche et même une bande dessinée, qui prétendaient tous raconter les faits mais en proposaient souvent, bien trop souvent, une version altérée. L'enlèvement de Pascagoula donna aussi des idées à certains. À Long Beach, au Mississippi, un chauffeur de taxi rapporta à la police qu'un être, avec des tenailles à la place des mains, avait tapoté à sa fenêtre, avouant avoir tout inventé 2 jours plus tard. À Mobile, une station de télévision prétendit être en train de filmer un ovni, dont la venue avait été prédite par un médium près de la rivière Pascagoula. Environ 1000 voitures convergèrent sur les lieux, où rien ne se passait. Un magistrat d'Ocean Spring proposa alors une ordonnance interdisant aux ovnis de circuler à la vitesse de la lumière sur l'autoroute 90. Mais Tom Stennis, le maire, vota contre, expliquant en riant qu'il ne voulait pas décourager le tourisme. Le canular commençait, car effectivement, à partir de cette affaire étrange, des canulars se mirent à fuser dans tous les coins du pays. Et si ces plaisanteries pouvaient être amusantes, depuis l'incident, la vie des 2 hommes était devenue un cauchemar. Ils avaient du mal à dormir, à manger, à sortir de chez eux. Tout était devenu une source d'angoisse. Charles plaignait terriblement Calvin, qui avait été tellement traumatisé par la rencontre qu'il avait dû être hospitalisé pour dépression nerveuse. Pour lui qui avait fait la guerre de Corée et qui avait été confronté à la mort par plusieurs reprises, les événements étaient plus faciles à surmonter. Ceci étant dit, cette expérience restait la plus effrayante de sa vie. Je connais la peur, je me suis battu pendant 20 mois dans les combats de corps à corps en Corée. La seule chose dont j'ai peur, c'est un serpent. Je vais courir si je vois un serpent. Mais ça, ce n'était pas normal. Cette chose avait vraiment perturbé Calvin. Il est si jeune, il n'a pas pu le supporter. Les 2 hommes qui avaient demandé à passer au détecteur de mensonges furent finalement invités à se rendre à la Nouvelle-Orléans pour y subir une nouvelle série de tests. Mais Calvin était toujours hospitalisé. Charlison s'y présenta donc seul. Le 31 octobre, Scott Glasgow lui fit passer des tests pendant près de 2 heures et demie, avant de déclarer qu'il disait bien la vérité. Malheureusement, l'opérateur n'avait pas encore terminé sa formation, il n'était pas diplômé, et certains se servirent de cet argument pour remettre en cause les résultats de l'examen. Mais à présent, une nouvelle rencontre. En février 1974, Charles décida qu'il en avait assez de rester enfermé chez lui et qu'il voulait recommencer à pêcher. Un jour, il était parti chasser des écureuils dans une grande plantation arboricole que l'un de ses amis possédait près de Gautier, et il venait de s'asseoir près d'un arbre pour manger un sandwich quand soudain apparut un engin qui était en tout point identique à celui qu'il avait vu le 11 octobre 73. Le vaisseau descendit dans une zone dégagée et Charles n'en voyait plus que le haut quand brusquement une voix s'immisça dans sa tête, qui commença à lui parler. C'était comme un signal radio ou quelque chose dans ma tête. Ils ont dit « Dites aux gens que nous ne voulons aucun mal. Vous avez souffert, vous avez été choisis. Vous ne devez pas avoir peur, votre monde a besoin d'aide. Nous allons vous aider avant qu'il ne soit trop tard. Vous n'êtes pas prêts à comprendre, mais nous reviendrons bientôt. » Charles ramassa alors son fusil et il retourna directement chez lui. Un mois plus tard, la même voix s'imposa une nouvelle fois dans sa tête, alors qu'il se trouvait dans son arrière-cour, lui transmettant le même message, et toute la peur qu'il ressentait encore le quitta brusquement. Charles raconta ses expériences au docteur Heineck, qui lui expliqua qu'il était possible et même probable qu'un implant ait été placé dans son corps, qui permettait aux créatures de communiquer avec lui. Quelque temps plus tard, d'autres scientifiques confirmaient cette hypothèse, soulignant qu'ils ne savaient pas ce qu'ils devaient chercher et que s'ils le trouvaient,
il ne le reconnaîtrait peut-être pas. Charles comprit alors qu'il devait apprendre à vivre avec cet objet à l'intérieur de son corps. Et cette pensée le terrifia. Quelque temps plus tard, de nouvelles séances d'hypnose lui permirent de se rappeler consciemment que dans le vaisseau, il avait vu les êtres qui l'avaient enlevé, Calvin et lui, par un hublot. Il l'observait d'un autre compartiment, et leur apparence était presque humaine. Au mois de mai de la même année, Charles revenait de visiter sa famille dans le comté de Jones, et il roulait sur la route, tard dans la nuit, car soudain, il remarqua une étrange lumière dans le ciel, qui semblait suivre leur voiture. Elle vola derrière eux, pendant quelque temps, gardant toujours une certaine distance, puis, brusquement, elle se rapprocha, semblant vouloir se poser devant le véhicule. Charles montra alors le vaisseau à sa fille Sheila, qui était âgée de 18 ans et qui était assise à l'avant près de son mari. Mais sa femme blanche le vit aussitôt et se mit à crier. Pensant qu'une chance de rencontrer les mystérieux visiteurs s'offrait enfin à lui, Charles, qui voyait leur silhouette se découper dans la fenêtre sur le hublot de l'embarcation, demanda à son gendre d'arrêter la voiture. Puis il tenta d'en descendre, mais sa femme s'y opposa, le retenant de ses mains et criant au conducteur de redémarrer. Selon Blanche Hickson, c'était une chose terrifiante à voir. Ça m'a durement affecté. Ça m'a même terrifié. Nous nous sommes arrêtés et Charles voulait sortir, mais je ne voulais pas le laisser faire. Nous l'avons tous attrapé, nous l'avons retenu. L'engin a plané un moment, puis il a complètement disparu. Finalement, même s'il n'avait pas pu rencontrer les pilotes de l'engin, Charles n'en était pas vraiment déçu. En fait, il se sentait soulagé que des membres de sa famille aient été témoins de cette apparition, car si tout le monde semblait le croire, il avait toujours eu peur que certains aient des doutes, et il se disait que maintenant, ils étaient forcément convaincus. De son côté, Calvin Parker vivait les choses très différemment, fuyant tout ce qui pouvait lui rappeler la nuit de son enlèvement. Le jeune homme s'était marié à la fin de l'année 73, puis il avait quitté son métier, s'engageant dans l'industrie pétrolière et acceptant principalement des contrats en dehors de l'État pour échapper à l'attention dont il faisait l'objet. Il avait énormément de mal à gérer sa notoriété, et si jamais quelqu'un le reconnaissait, alors il abandonnait son travail et en cherchait un autre. Au cours des années qui suivirent, Charles donna de nombreuses conférences racontant son enlèvement et expliquant qu'il était toujours en contact avec des êtres d'une autre planète, qui communiquaient avec lui, suivant leur bon vouloir, et il parlait de l'avenir du monde. Il demandait aux hommes d'arrêter les guerres et de faire attention à la pollution, annonçant qu'en 1992, ses interlocuteurs extraterrestres se feraient publiquement connaître, qu'ils ne feraient de mal à personne et qu'ils n'interféreraient en rien avec les affaires de la Terre. Lors de ses apparitions publiques, Charles parlait également de sa foi, de Dieu, qui avait créé un monde, mais également de nombreuses planètes peuplées de différentes créatures. En 1983, Charles Hickson écrivit un compte-rendu complet de l'affaire, UFO Contact at Pascagoula, en collaboration avec William Mendez, un professeur des collèges. Le livre qui fut publié contenait de nombreuses informations, des photos, des interviews, des retranscriptions des séances d'hypnose et une description de ces différentes rencontres. S'il tentait de préserver sa vie privée, Calvin Parker participa néanmoins à quelques conventions sur les ovnis, et il fut hypnotisé par Bud Hopkins, un ufologue reconnu. En 1993, il tenta de lancer une entreprise, UFO Investigation, pensant produire des reportages sur les ovnis pour la télévision. Mais il abandonna rapidement son projet. Au cours de cette même année, il donna une surprenante interview, déclarant que les créatures qui leur avaient rendu visite cette nuit-là avaient été directement envoyées par Satan. Au fil des années, de nombreux témoins se firent connaître, parmi lesquels Mike Cataldo, un officier de la marine à la retraite dont le témoignage avait été ignoré en 1973 et qui finalement fut entendu en octobre 2001, soit 28 ans plus tard. Cette histoire est vraie. Nous, Ted Paralta, McCannan et moi, avons quitté le chantier naval et roulé sur l'autoroute 90 vers l'ouest en direction de Biloxi, au Mississippi, dans la Volkswagen de Ted,
La nuit n'était pas encore tombée, il y avait encore un peu de lumière du jour, qui nous permettait de voir. Lorsque nous avons vu cette chose à travers le pare-brise, nous avons pensé que c'était une étoile filante qui allait de gauche à droite et de droite à gauche. Mais ensuite, elle était descendue vers une zone marécageuse, bordée d'arbres, et elle a plané pendant environ 30 secondes. Elle tournait avec des lumières clignotantes sur le dessus et tout autour, qui formaient un cercle. Ces lumières clignotantes étaient disposées comme si vous colliez des lumières sur le côté d'un moule à gâteau. Cette chose était comme un chapeau de marin, de couleur gris blanchâtre, ou comme un tambourin, et elle était à moins de 800 mètres de distance, mais elle semblait aussi grande que le plus grand avion de ligne américain que j'ai jamais vu. Alors elle s'est éloignée, et tout d'un coup, elle a disparu. Mike Cataldo expliqua également que si de nombreux automobilistes avaient ralenti pour regarder l'engin volant, ils étaient les seuls à s'être arrêtés. Les trois hommes s'étaient séparés peu de temps après. Mike avait récupéré sa voiture personnelle et il avait commencé à rouler vers Ocean Spring. Le soleil se couchait à peine quand brusquement le même objet était apparu une nouvelle fois, à environ la même distance, et il avait pu l'observer pendant 1 minute avant qu'il ne s'éloigne et disparaisse de la même manière que précédemment. En rentrant chez lui, Mike en avait parlé immédiatement à sa femme, et le lendemain, ils étaient retournés sur le site avec Ted et Mac. Les trois hommes avaient discuté du phénomène, se demandant s'ils devaient raconter ce qu'ils avaient vu. Et comme Mike pensait que l'observation devait être signalée, ils en avaient parlé à Nick, son agent de division, puis au lieutenant-colonel Huffs, lui faisant un rapport verbal des événements. Malheureusement, son témoignage n'avait servi à rien, car aucun de ses supérieurs hiérarchiques ne l'avait consigné par écrit. Pas un seul d'entre eux ne m'a pris au sérieux, et je n'en ai plus jamais entendu parler. Personne ne m'a jamais demandé quoi que ce soit à ce sujet. Je n'ai rien su de l'enlèvement d'Aixon Parker jusqu'au jour suivant. C'est arrivé un jeudi, et il a fallu attendre le dimanche suivant pour que je voie dans le journal du matin que 2 hommes avaient été enlevés par une soucoupe volante. À ce moment-là, je vous le dis, j'ai failli mourir. Le lendemain matin, le 15 octobre, Mike avait parlé de la situation avec sa femme et songeant qu'il était important qu'il signale son observation, d'autant plus que 2 hommes disaient avoir été enlevés, il avait alors appelé la base de Kistler. Une assistante responsable des relations publiques lui avait répondu. Il lui avait raconté son histoire et bizarrement, les choses en étaient restées ainsi. Je n'ai jamais parlé aux gars impliqués. Charles Hickson, je n'ai jamais discuté de ce cas avec eux. Je ne les ai jamais rencontrés, je ne les connaissais pas et je n'avais aucune implication dans ce qu'ils ont dit. Je n'ai jamais revu d'OVNI. Depuis, je n'ai jamais revenu aucun d'OVNI. Et j'en avais jamais vu avant. Mais c'était sacrément réel. Je ne peux rien dire sur ce qu'ils ont fait, ni sur ce qu'ils ont vécu. Je ne sais même pas si ce que j'ai vu correspond à ce que eux ont vu. Mais je sais que j'ai vu des soucoupes volantes et je sais où je me trouvais. Là où nous avons vu la chose passer dans le ciel à travers le pare-brise était exactement la zone où Axon et Parker ont rapporté avoir été pris à leur bord. Au cours des années suivantes, Mike avait souvent parlé de l'OVNI à sa femme et à ses enfants, mais personne ne l'avait jamais contacté. En 2001, Nathalie Chamber, une journaliste, avait découvert son témoignage. Ils s'y étaient intéressés, ils avaient retrouvé son auteur afin de l'interviewer. Suite à des problèmes de santé, Charles Hickson avait dû passer des examens et il possédait plusieurs radios de son crâne, qu'il sortait parfois d'ailleurs pour montrer aux journalistes. Regardez, vous voyez ce petit truc derrière mon œil droit? Je pense qu'ils m'ont implanté quelque chose là-dedans. Je suis allé à l'hôpital de la Nouvelle-Orléans 2 fois. J'ai été voir un cancérologue à l'unité de Tulane. Personne ne comprend ce que c'est. Moi, je pense que c'est peut-être comme ça qu'ils me suivent. Ça ne me fait pas mal. Ça n'a pas d'incidence sur ma vision. Ça m'a juste été révélé quand ils prenaient des radios des artères de mon cou. En 2006, Calvin Parker déménagea à Moss Point et en 2010, il subit un accident vasculaire cérébral qui lui laissa de graves séquelles. Avec les années, les sollicitations étaient devenues moins fréquentes, mais elles n'avaient jamais cessé pour autant, et Calvin le vivait toujours aussi mal. Charles Hickson mourut en septembre 2011, à l'âge de 80 ans.
sans jamais avoir changé sa version de l'histoire. Selon son fils, Eddie Higson, la seule chose qu'il voulait, c'était que tout le monde sache que nous ne sommes pas seuls. Il ne s'inquiétait pas de savoir si vous l'aviez cru ou pas. Mais si vous vouliez l'écouter, il vous le disait. Il n'a jamais compris pourquoi il avait été choisi. Mais il n'a jamais dit une seule fois qu'il ne voulait pas que ce ne soit pas arrivé. Jamais. C'est ainsi que s'est éteint Charles Nixon. Alors, les amis, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vous-même été témoin de l'apparition de soucoupes volantes, d'ovnis, d'UFO, peu importe le nom qu'on lui donne? Avez-vous été enlevé? Avez-vous la sensation d'être enlevé? Tout ça est très intéressant. Et ça donnerait l'occasion de débat peut-être à travers les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, car je sais que nombreux d'entre vous en ce moment, YouTube désabonne des gens sans jamais leur dire quoi que ce soit. Donc vérifiez l'état de votre abonnement et pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous les amis.